Bonjour à tous, bienvenue dans Quoi de neuf Docteur. Aujourd'hui, on s'intéresse à un mal bien connu et complexe, le burn-out, qui peut être traité et prévenu s'il est pris en charge à temps et correctement diagnostiqué. Avec nous, docteur Isabelle Margora-Boucher, bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Puy. Avec nous également Catherine Vazet, bonjour. Bonjour. Psychologue et auteur du livre « Comment rester vivant au travail, guide pour sortir du burn-out » aux éditions Duno. On va commencer avec vous. Un premier élément, quelle définition simple on peut donner au burn-out? Est-ce que dire que c'est de l'épuisement professionnel, c'est juste? Alors oui, tout à fait. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel. C'est dû au stress chronique. Donc le stress en lui-même, ce n'est pas quelque chose qui est dangereux. Ça nous booste, ça nous donne l'énergie. Par contre, on a besoin de chaque fois une récupération. Si on a beaucoup de stress pendant longtemps, donc ça devient chronique, 6 mois ou plus, et il n'y a pas suffisamment de récupération, à ce moment-là, on s'épuise. On va s'épuiser au niveau de notre corps, une fatigue physique. On va s'épuiser au niveau de notre mental, intellectuel, et au niveau émotionnel. Isabelle Margora-Boucher, la difficulté, évidemment, j'imagine, c'est le diagnostic. Et il y a des facteurs externes autant qu'internes qui entrent en jeu. Exactement. Les modes de travail, le type de travail peuvent être extrêmement difficiles et favoriser au fond l'émergence d'un burn-out. Il y a également des types de personnalités qui peuvent aussi au fond favoriser un épuisement. Lesquels ? Par exemple, des personnalités très perfectionnistes, très loyales avec leur employeur, qui peuvent au fond commencer à décompenser dans des contextes de pression au travail, de changement d'hiérarchie. Donc il n'y a aucun lien finalement avec la position hiérarchique au travail? Non, toute personne peut être atteinte par un burn-out, exactement. Et il y a bien sûr, Catherine Vazet, un lien entre la vie professionnelle évidemment, mais la vie privée aussi. La jointure, elle est réelle dans le cas de burn-out. Oui, alors de toute façon, il y a un lien. Ça veut dire que d'habitude, quand on est en bonne santé, en bonne équipe de santé, ça va faire fonctionner comme vase communicant. Si j'ai un souci au niveau de ma vie privée, c'est le travail qui va me remonter le moral peut-être, ou qui va me faire du bien. Si j'ai des difficultés au niveau de mon travail, peut-être que je vais profiter de ma vie privée pour tenir le coup. Ou alors, s'il y a vraiment beaucoup de difficultés, de stress au travail, ça va avoir aussi malheureusement des répercussions au niveau de ma vie privée. Et parfois dramatiques. Parfois dramatiques. Ça va bien sûr que quelqu'un qui est épuisé, il sera moins disponible pour ses proches. Ça peut provoquer même des problèmes de couple. Moins de récupération, moins de ressourcement possible, beaucoup de soucis et de ruminations. Ça veut dire que c'est comme si le travail commence à envahir de plus en plus notre sphère privée, comme si on était tout le temps au travail finalement. Alors quand on parle de burn-out, on pense évidemment à la sphère professionnelle. Il y a un cas de burn-out, Isabelle Margora-Boucher, dont on parle assez peu, c'est le burn-out des mamans. Exactement, qui elles aussi peuvent rentrer en épuisement. Et ce sera beaucoup plus, elles vont consulter souvent plus tard parce qu'elles se diront que justement il n'y a pas forcément de causes sociales qui vont les amener au cabinet. Et elles auront parfois honte de dire à quel point c'est difficile pour elles de gérer. Donc si je comprends bien, la première difficulté, Catherine Vazet, c'est peut-être de se dire je vais aller voir un spécialiste ou une spécialiste pour en parler sans même forcément savoir que c'est du burn-out. Alors, dans le burn-out, il y a une sorte de déni qui devient progressif. Plus je m'épuise, plus je suis tendue, moins je vais réaliser ce qui m'arrive. On s'enfonce de plus en plus. Donc, on va essayer de compenser tout ce qui se passe en se disant « mais ça va aller mieux, ça va aller mieux ». Puis finalement, on oublie même qu'on pourrait consulter ou avoir de l'aide. Alors, une fois que le diagnostic est posé et qu'on a compris qu'il s'agissait d'un burn-out, qu'est-ce qu'on peut faire? Des médicaments, par exemple? Les médicaments peuvent être là, mais ce n'est pas l'unique solution. Souvent, la prise de conscience nécessite de montrer à la personne, au fond, toutes les modifications au fond, d'hygiène de vie qui se sont opérées durant plusieurs mois. Et on va essayer de favoriser une excellente hygiène du sommeil, reparler de l'alimentation, de l'activité physique. Sans forcément, faire appel aux somnifères, par exemple? Pas forcément. Je les préconise relativement peu. Parfois, on va restaurer le sommeil d'une autre manière. Parfois, on ne peut pas utiliser un antidépresseur plus pour restaurer le sommeil aussi, mais ça n'est vraiment pas au premier plan. Donc la première chose, Catherine Vazet, c'est de changer peut-être ses habitudes et être à l'écoute de son corps. Alors, on peut dire qu'il y a 3 piliers par rapport au traitement du burn-out pour aller mieux. La première chose, c'est remonter le niveau d'énergie. C'est ça qui est vraiment très important. Comment on fait ça ? Basiquement, bien dormir la nuit le mieux possible, si possible sans médicaments. Vous me disiez, c'est pas forcément facile. Alors, ça demande d'être éduqué, ça demande de prendre des précautions pour rétablir un bon sommeil.
Après, on va aussi mieux dormir si on arrive à bien gérer les ruminations, à penser moins, à lâcher tous les soucis, le travail, etc. Il y a un grand pilier par rapport à aller mieux, par rapport au burn-out, c'est l'activité physique. Donc, ça veut dire une marche, ça peut être un sport si on en pratique, pas dans une performance, mais dans une idée de détente. C'est-à-dire ce que la personne a besoin, c'est éliminer la tension qu'elle a à l'intérieur et la mettre à l'extérieur d'elle-même. Donc, se décharger, se défouler, en fait, si on veut bien. Donc, ça, c'est une sorte de prescription qu'on va avoir. Normalement, c'est 1 heure d'activité physique par jour pour quelqu'un qui est très épuisé, même s'il n'a pas envie. C'est comme un médicament. C'est pas parce que j'ai pas envie de prendre le médicament que je veux pas le prendre. Là, j'ai pas envie de sortir, je le fais quand même. Alors ça va un peu à l'encontre de ce qu'on imagine, Isabelle Marguerat-Boucher, en disant si on a un burn-out, le premier élément, c'est le repos absolu. Pas forcément. Non, justement, on va essayer de mettre en route, de remettre en route en fait la personne. Mais l'arrêt du travail, par contre, est quand même souhaité pour pouvoir s'éloigner au moins du cadre et de l'environnement qui peut être nocif. Parfois, pas toujours, mais parfois ça nécessite souvent une négociation parce que d'envisager un arrêt de travail, ça peut être vécu comme une blessure en fait personnelle. Donc il y a parfois plusieurs consultations avant de pouvoir décider la personne à être arrêtée. Et est-ce que l'employeur est conscient quand on fait un arrêt de travail? Est-ce qu'il n'y a pas des répercussions du coup qui peuvent arriver auprès de la personne concernée? Alors l'employeur, son objectif, c'est que la personne ne soit pas en arrêt de travail, qu'on n'arrive pas à ce degré de souffrance qui nécessite un arrêt de travail. Je pense qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui essayent de faire de la prévention, du dépistage précoce, identifier les collaborateurs qui sont en déséquilibre, pas trop épuisés, pour leur amener les guider à ce qu'ils retrouvent un nouvel équilibre qui est plus solide en fait. Si on revient sur les conseils pratiques, Isabelle Marguerat-Boucher, quels conseils on peut donner déjà pour finalement quelqu'un qui a un doute, qui se dit peut-être que je suis en train de faire un burn-out? Alors la première chose, ce serait de consulter son médecin, je crois, pour pouvoir faire le point. Il existe aussi des auto-questionnaires qui permettent aussi de se situer au fond sur une échelle de stress. Mais parfois, il y a un déni qui peut participer à au fond, une mauvaise auto-évaluation. Et de ce point de vue-là, je conseillerais au fond une consultation. Est-ce que ça signifie que beaucoup de gens peut-être se surestiment? Oui, je le pense, parce que ça fait partie du processus. Quelqu'un qui est en début de burn-out a ses hormones de stress au maximum et au fond s'emballe. Et en général, il y a un déni qui participe à une occlusion d'un certain nombre de symptômes. Est-ce que, Catherine Vazey, il y a une différence entre les hommes et les femmes face au burn-out? Alors je pense qu'autant les hommes que les femmes pourraient être à risque par rapport au burn-out. La différence qu'on peut voir, c'est que les femmes vont avoir une sorte d'habitude de consulter peut-être leur médecin un peu plus rapidement. Elles ont aussi plus de moyens au niveau de leur mot pour dire ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Les hommes, ils ont tendance à pousser leur corps, à l'utiliser. Et puis, des fois, ils vont très loin là-dedans et puis ils attendent la dernière minute ou quand c'est vraiment plus possible pour malheureusement consulter. Donc souvent, peut-être ça peut être plus grave dans les cas de certains hommes qui ont poussé leur corps trop loin. Et puis il y a une chose aussi, Isabelle Marguerat-Boucher, on le voit, on est hyper connecté, on est toujours présent finalement, même en dehors du travail. C'est aussi un apprentissage dans le cas des burn-out de dire il faut se déconnecter, oublier le téléphone portable par exemple. En effet, vous avez entièrement raison. La plupart de mes patients sont toujours connectés, iPhone, ordinateur, et c'est la première des mesures qu'on prend, c'est de choisir les plages où ils ne vont plus avoir contact avec le monde extérieur. Et comment on fait pour avoir cette prise de conscience, notamment sur ce sujet-là qui peut être sensible, on est très attaché encore d'autant plus aujourd'hui à ces éléments-là. Comment faire pour pousser le patient ou la patiente à prendre ces mesures? Alors déjà, je trouve qu'il y a la connexion qu'on a avec son iPhone ou bien par les mails, mais il y a aussi la connexion qu'on a de notre mental. Est-ce que je suis connectée à mon travail alors que je suis avec mes enfants en train de me promener en forêt? Est-ce que je suis en train de penser à mon travail? Est-ce que je suis en train de nourrir des soucis et des inquiétudes? Ce qui fait que quand je le fais, c'est comme si je ne suis pas avec mes enfants, je suis au travail. Donc je suis dans la même tension, une sorte aussi émotionnelle, des inquiétudes, et puis je ne peux pas récupérer. Donc ce qui est important, c'est aussi de voir avec ma tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis connectée au travail ou bien non? J'ai pu complètement couper,
reprendre qui je suis, pas en tant que professionnelle, mais en tant que femme, en tant qu'homme, etc., en tant que parent. Et puis là, je me nourris, là, je peux me changer les idées, je peux me détendre, je peux diminuer aussi le rythme, parce qu'on n'a pas le même rythme au travail que quand on est à la maison, en principe. Mais des fois, on continue de courir à la maison par habitude, ou parce qu'on est en train encore de se faire du souci, comment je ferai demain, etc. Donc je pense qu'apprendre à se déconnecter de la technologie, bien sûr, ce qui n'est pas toujours évident, mais apprendre à se déconnecter dans sa tête, rien que ça, quoi. Tout simplement. Et une dernière chose, Isabelle Margora-Boucher, sur les années d'expérience que vous avez, il y a une évolution de la passion TEL et des cas de burn-out sur ces dernières années? Alors, je suis encore jeune dans la profession, néanmoins, on observe une claire augmentation. Alors, est-ce qu'il est mieux, est-ce que c'est un problème qui est mieux identifié? Je crois qu'il y a aussi des contraintes temporelles liées au travail qui sont en claire augmentation. Oui. On pense par exemple au télétravail, oui, c'est lié? Notamment parce que autant ça peut être favorable dans certaines situations, autant la personne qui fait du télétravail chez elle aura beaucoup plus de peine parfois à se détacher de son travail chez elle. Et puis on terminera sur une toute dernière chose, Catherine Vazet, j'imagine la clé, ça reste quand même la communication, pas seulement vis-à-vis d'un médecin ou d'un spécialiste, l'importance des proches aussi dans ce genre de cas. Oui, alors les proches jouent un rôle très important, c'est eux qui vont se rendre compte de la rupture de comportement que la personne elle a changé, et c'est eux qui vont donner des messages. Ben, attention, là il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, tu n'es pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est les proches qui vont donner l'alerte. Et qui vont tirer la sonnette d'alarme. Qui va permettre à la personne de trouver de l'aide, en fait. Mesdames, un grand merci pour votre présence. Bonne continuation, à tout bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Cette émission est soutenue par le réseau Delta, qui rassemble 600 médecins de famille en Suisse romande.